Alors, je vais commencer, si vous permettez. La journée se déroule bien. Merci. Et les 3h30, c'est toujours un petit creux. Vous avez pris un peu de café et puis on va essayer de poursuivre sur la lignée de la réflexion jusqu'à ce jour. Avec un symposium qui est le symposium de ma chaire de recherche. En fait, j'ai le privilège d'être la première récipiendaire d'une chaire de l'ILOB pour mes travaux sur les nouvelles technologies et l'apprentissage des langues assistées par ordinateur. Et j'avais envie cet après-midi de partager avec vous un aperçu, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, d'une recherche qui porte, c'est une recherche-développement, mais qui porte depuis son début sur cette clientèle qui m'est chère, soit celle des apprenants avancés de langue. Et j'avais envie de le faire en étant bien entourée. Et j'ai donc fait appel à mes collègues Chantal Dion de l'Université de Carleton et Jérémy Serrard de l'Université d'Ottawa, avec qui je travaille notamment sur un projet qui s'appelle Scripteurs en action, modélisation et échafaudage du processus d'écriture en langue seconde. Et mon très bon collègue Nicolas Guichon de l'ENS et de l'Université Lyon 2, avec qui j'ai passé 6 mois durant la sabbatique, puisque j'ai été accueillie dans son laboratoire, le laboratoire ICAR. Et Nicolas, dont les travaux sont connus dans le domaine, qui s'intéresse beaucoup à la formation des futurs enseignants avec les technologies, mais notamment dans les échanges en ligne, au tutorat en ligne. Et là, comme il ne travaille pas directement avec une clientèle d'apprenants avancés, je voulais quand même qu'il vienne. Et puis il m'a dit, bien, je fais une recherche qui pourrait être d'intérêt pour vous, et une recherche qui porte sur l'usage, donc les technologies qu'utilisent nos étudiants étrangers lorsqu'ils arrivent sur le campus. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça pour joindre ça dans une thématique? Et c'est là que j'ai pensé à profils et portraits d'apprenants avancés en médiation avec les technologies. Alors, vous allez voir que vont se dessiner des profils et des portraits. Donc, des profils d'ensemble et de plus loin, et des portraits plutôt de près, donc des case studies, des études de cas. I am also well surrounded because of that research chair, and also because of funding that we receive from the Higher Education Council, Quality Council of Ontario, in the case of the project that we do together with my colleagues, but also by the SSHRC with other projects I am and I have been involved in, well surrounded by students, by research assistants, by graduate and undergraduate students, and that's the luxury of having a research chair. So I want to thank them for their analysis, for their ideas, and for also their insights into this research. So the plan of this afternoon's symposium will be as such. First, I'll talk about what I do, about development research in CAUL, and about this learner center called, i.e. ergonomic CAUL design research I pursue. And then profiles of advanced learners mediating with technology will be Nicolas Guichon and his research, and followed by us back again with this Writers in Action project through portraits of advanced learners mediating with technology. So for the first part, I will go ahead in English, and then the other presentation will be in French, but the slides will be either in French or in English. And if you need help, there is help available at the front. Okay, so my approach to, when I say CAUL means computer-assisted language learning. So my approach to CAUL is and has been learner-centered.
And by that, I mean ergonomic call. So what does it mean? What for and how? So what does it mean, ergonomic call? Basically, it means investigating the quality of the learner experience as being the core part of the research. So doing that how? Well, by looking at what learners do, by looking at the outcome of what they do, and also by looking at what they say they do and how they feel about it, and whether they like it or not, and what they want. And what for? Well, to optimize call design and pedagogical intervention. And that, if we look at the industry, because it's developing softwares or computer-assisted language learning environment has a lot to do with the industry, since you're developing software. So the methods you borrow are also industrial, i.e. also engineering methods. So what you want to do is to reach quality. And to reach quality is the quality of the relationship the learner will have at task using a piece of software, using a resource you develop, and basically to reach what Carole Chappell calls a good learner fit. And how do we do this? How do we achieve ergonomic call environments or tools or resources? We do that by conducting interaction analysis and by having an iterative process and by recycling the results into the software, into the practice. So into the design process that we also reuse for teaching, for training, and for learning purposes. So I will argue that ergonomic call design is a situated argument. So it is context specific. It comes out of a problem. It comes out of a question that arises either in the practice, our practice as researchers and also L2 teachers, or the practice we observe around us. And it's very much enlightened as a top-down approach by research. So it's research informed, but also by empirical data. So it's empirically driven, this kind of design. And when using technology for the affordances they create within that context. So that's how I approach ergonomic call design. And those are, at a glance, since we're looking back at some of the research I've been doing since almost 20 years now. I turned a big 5-0 this year. Those are the projects I've been involved in, and basically there are two types of projects here, mainly focusing on advanced learner skills, or improving, developing, maintaining those skills, with a series of projects on text grammar and text genre, so free text, namely. It was a European project. No, I don't want to translate this. I can't demo it for you, but it's a software that that learners will approach, and then they will approach authentic documents, multimedia documents, looking at the per genre, and looking at the morphosyntactic characteristics of each genre that are salient within them and that make them approach those genres, that make them characteristic of them, and then manipulating those elements, those linguistics elements, and then ending up pastiching them. And what this piece of software has is also has natural language processing tools, which enables learners to actually experiment, test their sentences, try to see their grammatical structure, use a speech synthesizer to hear their own sentences, and so on and so forth. And the other category is a category of learner dictionaries
And the latest one is called Dire autrement. It is a reformulation dictionary, so a dictionary which is pushing the learner to actually use synonyms to paraphrase sentences, to use the right collocates that go with the word base to form collocation, so really to develop the in-depth lexical knowledge. So two types of project. And then Babies of Free Text is a GramFlex. It's a hybrid grammar project that I'm doing with one prof here. And the same kind of a format as free text, also really genre-based. And Scripteur en Action, we will talk later about. So context specific, so the focus is on advanced learners of French, and why them? Well, first, who are they? For us, advanced learner means university students, they're young adult, they're soon-to-be language professionals, des langagiers, as we call them. They're third final year students, honor students, post-immersion students. They are Anglophones, sometimes allophones, but also they come from minority French environments, and they can be Acadians and Franco-Ontarians. So they have a high communicative skills and a really good comprehensive skills as far as reading and listening is concerned, but little less accuracy and flexibility in terms of writing, and that's the focus of my research and of the development I do. So the motivation comes from them, from also, if we're talking 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, 5 years ago, a lack of dedicated resources for advanced learners of French, and that's why the reason for this innovation-driven action development research. And there's a fine line that Nicolas discusses very well in an article of 2007. And in fact, what is the development research? Well, it's not only developing artifacts. It's developing artifacts, but also knowledge. So it's not about I'm going to put in place some resources for my students, but from this will emerge knowledge that I will recycle into my next prototype, into my practice, and so on. So that's very important, and it will shed light. It will shed light on pedagogy. It will shed light on theory, perhaps, and that's the kind of mandate I have. Those students have a pressure to meet language professional requirements, and really we have a mandate to develop with them this lifelong learning autonomy with language and with technology. So, as I said before, it's a research-informed design, this ergonomic design. So how does it work? Well, theory is informing pedagogy. Pedagogy motivates technology use. Technology enhances the language learning experience, and I think what's core there is to take a task-based approach to teaching and learning as a mean to kind of operationalize concepts vehicled by theory. So as we know, task is core in CALL, in computer-assisted language learning. So we have to think in terms of its scenario, the modality of the task, the online resource it exploits, which will push advanced learners towards producing what I call complexity. And by complexity, I don't mean syntactic complexity, but I mean lexical complexity, or this semiotic flexibility. So in the case of Dire autrement, for instance, which is a dictionary which really pushes the learners towards learning about what are paradigmatic and syntagmatic lexical relations, and namely collocations,
The theory was the LEC, the Combinatory and Explicative Lexicology by Melchuk and colleagues, which actually says things such as we can make generalizations about lexical relations, and just as we do for grammar, just as we do for syntax, we have rules, it's the same. We can actually classify and organize words in a meaningful way. And we can build, and we have built a learner dictionary around that, and also, and very much more importantly, text reformulation tasks. So we use sentences and we use expressions that, for instance, contain high-frequent words, and we are pushing the learners to go for more idiomatic word within some context. So this is a live, functional, more than a prototype, so small dictionary, but that goes very in depth in terms of descriptions of each lexeme. So empirically driven, and we will focus on that today. What does it mean? We take the learner experience, and namely her technology usage, and we do two things. Either we do observations and we do inquiries. So we observe the interaction process at the computer. How do we do this? We use computer tracking technology, which enables us to capture either statically or dynamically what's going on when they write, when they talk, when they exchange online. So what we look at is interaction behavior analysis. Another type of observation we do is we look at the interaction outcome. So interacting, and then what we have there is we have corpus, what we call learner corpora. So those are collections of, electronic collections of texts, for instance, made by learners. And so they produce kind of artifact, and we look at what's in there. So we can do a grammatical analysis of the type of sentences they do. Are they complex? Are they simple? The type of errors. Are they lexical errors? What type of lexical error? And so on. In terms of inquiries, then we want to question the learner, ask the learner about his or her interaction habits, preferences, and so on and so forth. So what we end up with is having the perception of the learner on the process, the perception of the learner on the product, on the task, on the tools they use, a reflection and opinion analysis. So altogether, this forms profiles, portraits, and will inform design and practice. So empirical data, so what for? Well, to focus on usability, that comes from engineering. So use and usefulness. So learner corpus analysis to investigate the task outcome and its effectiveness. Learner interaction or behavior analysis to investigate the task process and its efficiency. How long, how much effort do they do, what do they do? What are the strategies they use? And questionnaires, so under that I put interviews, focus group, to investigate learners' reported, perceived use, satisfaction of technology for these tasks in language learning. And that's very important. Sometimes you realize that learners actually don't understand what they have done. If you ask them in a questionnaire, what have you just done? And they say, I'm not quite sure. Well, perhaps that your task is missing the point. Your instructions were not explicit enough, and so on. So it makes you revisit. And you reuse those findings to provide insights onto the quality of this LCI, learner-computer interaction. You recycle this into the design process, and you reuse this for teaching, training, and learning purposes. So empirical data they're the bottom-up, very important data to collect in design and development research. So learner corpus analysis, just at a glance, some findings from advanced learners studies I have done
since 1996 up to 2007. And we're just going to focus on one statement. Well, most frequent lexical errors will affect meaning. So synonyms, so choice of synonyms and what we call sens proche, near meanings, are the most common lexical errors found in the learner corpora I have analyzed. And second, and very importantly, are errors of co-occurrence, so what goes together, collocations, verbal collocate in particular. And another fact, which is very important and made me shift from grammar and even text grammar to lexical and to develop and going full in-depth about lexical knowledge, is the fact that learners can successfully self-correct most annotate errors in their text. If you scaffold, if you highlight them, you give them error annotation systems, you'll find out that they will do that. They will do it. But what is less? What is less is the self-correction of lexical errors, which remains less accurate, which remains a difficulty. Why? Because they are not taught lexicon in a structured manner, and the resources are not necessarily responding to their needs. In those learner text dictionary interaction analysis, some findings as well from more recent research where I have captured the work at the computer. And I have seen that efficient learners actually invest less efforts on dictionary search function and keywording, so at the very beginning of the information search process, but more on consultation function, which means retrieving information by meaning, looking at example, looking at word in context. Efficient learners. Less efficient learners waste time and efforts keying in the wrong words, choosing the wrong tools, and choosing the wrong search functions. So, and the rest you can read. Effective learners are dictionary users. And they are self-reflective about their behavior and their usage. They realize what they've done. So before going to look at my last point, which was my last argument, which was about the use of technology based on affordances, just at a glance to remind you what affordances are. You know, in psychology, as you can read that, in human-computer interaction or interaction design, and in CAL, computer-assisted language learning, well, Majno, and I'm translating, has talked about affordances as semiopragmatic characteristics of technology in relation to communicative practices and pedagogical interventions. So let's not forget that affordances are, they are relational properties. So they are emerging from a being, or a human being, or an animal, and an environment interaction. Sorry. So designing ergonomical environments, looking at affordances, it's important to think that affordances actually will reveal themselves not by just looking at artifacts and objects, but through creation, through creative thinking, through collaborative usage, through what I call social-cultural mediation. Also, they will reveal themselves within a community of practice. Hearing one using it, I can think of myself doing this. And this is very much what happened with our research. I was using screen capture technology for methods, for research. Then we realized, oh, that could be useful for writers. That could be useful to learners as well. So teachers and learners alike, learners have a lot of ideas about
about using technology for language learning purposes, and they should be asked what they are. And by TechnoWatch. TechnoWatch on Twitter, namely, so that's experts ahead of the experts and training the experts. So which technology? For me, in my design, it has very much been using language engineering technologies and linguistic resource technologies, and also video screen capture technology, which enables us to actually document the process of languaging. And what Foreign call using technology for inductive inquiry, example-based learning, for critical thinking, for self and smart correction, for instance, if we use natural language processing tools such as grammar checkers, for instance, and also in the case of VSC, for documentation, for feedback, for reflection, fostering reflection. Under which condition using technology, integrating technology? First is benchmarking. Benchmarking means I'm looking at technologies, I'm looking at video screen capturer, and I test those. I choose the best candidate. I'm looking at grammar checkers or at machine translators, and for my purposes, with corpus, with my materials, I test those. Also under carefully planned integration and training, and feedback also. So here is a screenshot of free text, which is this environment where learners look at text. So the genre of text here is incitative text. It's a pamphlet I picked up in Jasper, and it says, what do I do if I encounter a bear? And one of the tasks is to give advice to a friend visiting Canada and going for camping. And here the sentence being keyed is fait le mort, with a mistake. And as a learner, I can choose the spell checker only. I can choose the spell checker or to show the analysis of the grammar in my sentence in color. I can show the syntactic tree of my sentence. I can show the error diagnostic of my sentence. I can hear my sentence through speech synthesis, and I can translate it through the translator. And on the left-hand side, you can see the diagnosis that's been proposed here to the learner. So those are using the natural language processing tools affordances within that type of environment for language learning. And I will conclude saying that, in fact, we have to design towards what's being referred to as normalization, which means it's a concept really relevant to anything. When it's becoming ordinary, when you don't see it anymore because it's part of your practice and it's part of you. So it's the stage when technology becomes invisible, embedded in everyday practice. And that taking into account the complexity of the context, the gaps, the variables, and so on and so forth. And the agenda I have, and it's the agenda shared by others also in my domain, is to look at a design-based call research that explores not only usability, but also scalability, so going from my context to applying it to larger context, sustainability, durability. So I'm going to stop on this and let Nicolas present his profile. Alors,
Je suis ravi de revenir ici pour la deuxième année à l'invitation de Marie-Josée Hamel, ma très bonne collègue, hein, qui a laissé un souvenir impérissable à Lyon, c'est-à-dire qu'elle a amené beaucoup de sourires, de fraîcheur dans le laboratoire ICAR auquel j'appartiens et à l'Université de Lyon 2. Et je tiens à préciser quand même que je ne suis pas à l'école normale supérieure. J'adorerais être à l'école normale supérieure parce qu'il y a beaucoup d'argent, voilà, mais c'est pas, voilà, juste mon laboratoire qui est placé là-bas. Et je suis ravi de venir chaque année depuis 3 ans à l'invitation de Simon Collin de l'Université du Québec à Montréal. Ça me donne l'occasion d'avoir un printemps déjà en France et puis un deuxième printemps, peut-être cette année, c'est pas sûr, ici au Canada. Et voilà. Ce dont je vais vous parler cet après-midi, donc un petit peu en tout cas, je l'espère, en rapport avec le reste des conférences qu'on a vues aujourd'hui, c'est des étudiants avancés, mais des étudiants un peu particuliers, c'est-à-dire des étudiants internationaux qui sont non francophones et qui représentent 30% de nos étudiants, entre 20 et 30% suivant les filières en France. Et je me suis intéressé pour une recherche qui démarre, donc soyez gentils avec moi, ça démarre cette recherche, on est vraiment dans les premières étapes, donc une recherche qui démarre sur leurs usages des technologies, parce que je voulais m'intéresser à cet environnement qui est en train de changer à l'université. Et puis partir de ce postulat que je vous livre, une médiatisation qui est progressive de l'espace universitaire et qui modifierait les pratiques des étudiants à plusieurs niveaux, hein, au niveau social, au niveau communicationnel et au niveau cognitif. Et c'est vrai que déjà dans la première journée, on a vu pas mal de ces niveaux, hein, qui étaient abordés dans les différentes communications. C'est vrai que ça change, hein. Regardez ici une classe typique de Lyon 2. Alors oui, il se trouve qu'il y a effectivement beaucoup d'étudiants chinois et japonais et sud-américains. On va voir ici, si on regarde un petit peu plus près, qu'ils sont tous autour d'objets. Hein. Souvent, c'est les petits dictionnaires qui sont là. Et c'est vrai que les enseignants ont affaire avec ce nouvel environnement, sont parfois pas si à l'aise que ça, en fait, et puis se disent, bon, bah, comment on fait, comment est-ce qu'on intègre ça, qu'est-ce qui se passe, et puis souvent aussi avec des représentations qui peuvent être parfois un petit peu fausses de ces étudiants. Ils sont jeunes, ils seraient là, et donc du coup, ils seraient automatiquement ce qu'on a appelé des natifs du numérique. Donc en tout cas, l'objectif de cette recherche qui démarre, c'est d'étudier l'intégration académique et sociale des étudiants internationaux, en regardant plus particulièrement leur accès aux technologies et leurs usages donc, des technologies de l'information et de la communication. Et je cite ici un article de Colin Carsanti paru en 2012, hein, qui lançait un petit peu ce programme de recherche que nous allons continuer avec mon collègue Colin de l'UQAM. C'est un vrai enjeu pour nous parce que des étudiants étrangers, on en a besoin pour faire de plus en plus tourner nos universités, on a besoin de les accueillir correctement et on a besoin de les retenir. Donc s'intéresser à eux plus particulièrement, ça me paraît être un enjeu social et universitaire d'importance. On a souvent ce fantasme de dire, et je parle bien de fantasme maintenant suite aux travaux d'Argitaï en particulier, mais également de Flukiger et de Guichon, quelque chose que j'ai publié il y a 2 ans maintenant, de voir cette génération de natifs numériques comme finalement des étudiants qui seraient tous compétents, hein, qu'auraient finalement, parce qu'ils auraient été entourés d'ordinateurs dès leur plus jeune âge, une compétence qui serait un petit peu acquise, qui serait un petit peu naturelle, vous voyez ce que je veux dire, naturelle et non pas acquise, excusez-moi, et donc ils seraient là, oui, ils savent tout faire, ainsi de suite. On les regarde et on s'aperçoit quand même, en particulier, je vous renvoie aux travaux d'Esther Argita, une collègue américaine, hein, qui a vu que finalement ces étudiants n'étaient pas forcément compétents. Ils sont connectés, certainement, il y a les ordinateurs qui sont là, on s'aperçoit que maintenant à 98-99%, ils possèdent des ordinateurs portables, ils ont accès au Wi-Fi sur le campus ou à la maison, mais ils ne sont pas nécessairement compétents. Et puis, ils ont besoin de construire de nouvelles compétences littéraciques. Heidi Burns ce matin parlait de multilittératie et je crois qu'on peut reprendre cette notion effectivement de littératie pour voir que ça a à voir avec la langue, avec le langage bien sûr, mais aussi avec d'autres façons d'avoir accès au langage et de le travailler. Donc je vous renvoie ici aux travaux de Claire Cramsch qui a parlé déjà de ces nouvelles compétences littéraciques, de Jaffray et de Lancashire et Nobel bien sûr.
Alors, quelles sont les compétences qui sont en jeu finalement quand on va parler de ces compétences littératiques? Faire des recherches, je ne développerai pas trop parce que c'est assez banal, hein, c'est-à-dire savoir comment utiliser Google. On a quand même eu une présentation tout à fait intéressante ce matin de Martin Peters par rapport à ça, donc comment on utilise ces outils. Savoir communiquer, savoir coopérer, savoir intégrer. On verrait que là, les trois premières, j'ai envie de dire, elles sont assez banales et effectivement, elles sont plus ou moins développées. Les deux dernières, c'est déjà un peu moins évident, donc je vais prendre le temps de les lire. Savoir intégrer, donc intégrer, savoir comparer et assembler différents types d'informations provenant d'une variété de sources variées de formats modaux, texte, audio, vidéo. Et puis savoir créer, savoir produire et créer différents types de textes multimodaux, produire des contenus en ligne en utilisant les logiciels appropriés et en respectant les genres adéquats. Et on revient à cette notion de genre, dont a parlé Heidi également ce matin, moi, qui me paraît absolument centrale, effectivement, par rapport à la littératie. L'objet donc de cette recherche, c'était d'identifier des usages qui sont plus particulièrement liés au perfectionnement de la langue et de l'intégration académique des étudiants internationaux. C'est donc ce qui m'occupe pour cette recherche et ce qu'on va continuer à développer avec Simon Collin. Il faut quand même voir que ces étudiants internationaux présentent deux particularités par rapport à des étudiants qui auraient fait leur scolarité en France. Ils vont avoir, c'est des étudiants de master, hein, donc c'est des étudiants avancés, donc étudiants de master. Master, c'est la maîtrise, hein, c'est ça, donc hein, qui sont en 4e ou en 5e année en France, master 1 et master 2. Et donc, c'est des étudiants finalement qui, on peut dire, ont déjà mis au point des stratégies et des comportements académiques qui sont adaptés. Sinon, ils ne seraient pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la plupart du temps, ils ont, encore une fois, mis derrière eux, finalement, enfin, ils sont capables de réussir à l'université. Ils ont un bon niveau de français, c'est des étudiants donc, qui maîtrisent suffisamment le français pour être acceptés à l'université française, mais on sait qu'ils peuvent avoir deux types de difficultés, des problèmes d'adaptation. On verra quelques exemples tout à l'heure de différences de culture académique entre la France et leur pays. Et puis, bien sûr, et c'est là où ça nous intéresse, nous, en tant qu'enseignants de langue, des difficultés d'ordre langagier, comprendre, traiter de l'information, prendre des notes, s'exprimer à l'écrit, interagir avec les pairs, avec les enseignants. Donc ça, c'est bien aussi des compétences qui peuvent être compliquées à acquérir, à développer pour des étudiants étrangers. Alors, j'arrive maintenant à la partie méthodologique de cette recherche où je vous présente ici les 11 étudiants étrangers que nous avons interviewés. Donc, c'était un entretien semi-directif. Vous voyez ici qu'il va y avoir plus de femmes que d'hommes. Il y en a 7 femmes et 4 hommes qui sont d'origines diverses. On voit qu'il y a des étudiants d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, d'Europe et 4 Chinois hein, qui représentent aussi une grosse partie des étudiants internationaux en France. On voit qu'ils sont là pour la plupart, enfin ils viennent de différents masters, qu'ils ont étudié le français, donc ça va varier de 5 à 11 ans, et puis que le temps qu'ils ont passé en France ça va avoir varié, ça va de 7 mois à 5 ans, je crois, pour celui qui a passé le plus de temps. Donc, on a conduit cet entretien semi-directif avec 2 thèmes principaux. On voulait déjà savoir quelles étaient les habitudes de travail avec les outils numériques pour travailler, pour collaborer et pour parfaire leur niveau de langue en français, c'était la première chose, et puis avoir aussi accès à leurs attitudes, à leurs représentations envers les outils qui étaient proposés par l'Université de Lyon 2. L'Université de Lyon 2 met en place donc, un certain nombre d'outils qu'on appelle le bureau virtuel, hein, des environnements numériques de travail, et bon, l'intérêt c'était de savoir si ça répondait ou pas à leurs attentes. Alors déjà, en général, les résultats, une petite photo ici par rapport aux étudiants qu'on va avoir, les premiers résultats, on s'aperçoit qu'il va y avoir une disparité qui est assez importante parmi ces étudiants par rapport à l'intégration des outils numériques.
Quand on aurait la tentation de voir, encore une fois, ces étudiants comme un ensemble homogène, hein, qui, encore une fois, qui serait compétent avec ces outils numériques et qui seraient tous donc des natifs du numérique, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué. On est loin même de ce mythe, j'ai l'impression. Et on s'aperçoit que déjà, de manière tout à fait importante, ces outils-là sont surtout utilisés pour garder le contact avec le pays d'origine, via Skype, via Facebook, via d'autres outils, et pour les loisirs, c'est-à-dire qu'ils sont investis pour des usages récréatifs. Et on voit qu'il va y avoir, pour un grand nombre de ces étudiants, plus de la moitié, un ajustement qui sera plus ou moins important à négocier, soit au niveau technologique, on va avoir un exemple dans un instant, soit au niveau académique. Je vous livre ici un premier verbatim d'un étudiant de Jordanie qui dit « À mon arrivée à l'université Lyon 2, plusieurs choses étaient peu communes pour moi, ou plutôt nous, les Jordaniens. L'utilisation de l'ordinateur portable dans la classe nous a choqués. Pour nous, c'est interdit, d'où je viens. » Donc vous imaginez effectivement entre quelque chose qui semble naturel effectivement dans l'environnement d'une université française et puis des étudiants jordaniens qui vont dire c'est interdit chez nous, on est choqué, effectivement il va y avoir un saut technologique important à négocier. Je vais vous proposer maintenant ces 5 stratégies donc, que j'ai pu identifier dans l'analyse des entretiens que j'ai menés auprès de ces 11 étudiants. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez banales et d'autres choses qui sont intéressantes et qui peut-être peuvent nous donner des pistes pour la suite. Tout d'abord, on va voir qu'une des premières stratégies, qui est assez partagée par un grand nombre d'étudiants, on le voit d'ailleurs dans les amphithéâtres, en particulier avec les étudiants asiatiques, c'est l'enregistrement de certains cours, qui permet de réécouter de manière différée et puis de saisir les subtilités, de compléter les notes de cours, parce que c'est une compétence académique qui est extrêmement difficile à développer, et puis surtout, et j'ai remis ici un peu de verbatim, s'imprégner d'un style français pour de futurs exposés, c'est-à-dire cette façon qu'ont les professeurs d'université de s'exprimer à l'oral et qui du coup va souvent être difficile et on va vouloir s'imprégner de ce style français. Deuxième stratégie, s'enregistrer et se repasser l'enregistrement pour développer son français. Ici l'exemple d'une étudiante mexicaine qui dit qu'elle rentre chez elle à pied et que parfois elle s'enregistre sur son iPod en parlant de sa journée en français et puis qu'elle se réécoute pour savoir si son accent s'améliore ou pas. On voit ici que c'est une stratégie tout à fait intéressante aussi hein, d'utiliser l'iPod pour ce genre de choses-là. Troisième stratégie, ici qui est intéressante, importante pour nous, réviser la production écrite. Alors on voit qu'il va y avoir différents outils qui vont être utilisés tels que les conjugueurs, les correcteurs, les concordanciers, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais d'ailleurs, les dictionnaires en ligne et les moteurs de recherche. Alors ici, Google, d'ailleurs, à ma grande surprise, est utilisé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a Wei, une étudiante chinoise, qui dit « si je veux savoir si c'est français ou pas français, je mets ma phrase directement dans Google, et puis si la phrase me revient et qu'il y a beaucoup d'occurrences, je me dis « ça marche, je peux la réutiliser de cette manière-là ». En fait. Donc c'est finalement Google utilisé comme une sorte de concordancier, ce qui est quand même assez intéressant, me semble-t-il. On voit d'ailleurs, c'est une parenthèse, que Google et Facebook sont les deux outils qui sont les plus largement utilisés, c'est-à-dire que c'est Google Drive, Gmail et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute la suite de Google qui va être extrêmement utilisée. Enfin, alors là, on arrive sur des stratégies qui sont peut-être plus intéressantes. Vous vous rappelez de mon petit tableau, on descend un petit peu dans le tableau, on arrive au niveau de la coopération, aller sur Facebook pour solliciter de l'aide auprès d'amis francophones. Un étudiant chinois qui dit « moi, quand je ne suis pas bien sûr, je vais mettre une phrase sur Facebook à mes copains français, puis ils vont me dire « oui, c'est bon, tu peux y aller » ou « non, là, il y a un problème de français ». Donc, cette utilisation de Facebook qui n'est pas forcément celle à laquelle on serait attendu. Toujours sous Facebook ou sur Weibo, qui est le Facebook chinois, la publication de photos et de textes pour partager sa découverte culturelle de la France, c'est-à-dire mettre « ah, je suis allé voir telle pièce, je suis allé voir tel film, j'ai lu tel livre ». Une étudiante colombienne qui dit « moi j'adore les citations d'auteurs français que je vais mettre, mais je ne partage pas ça avec tout le monde parce que j'ai peur de passer pour une arrogante ». Décidément, ça revient beaucoup avec les Français. Et puis une autre qui a trouvé, alors ça c'est en amont du voyage, qui a trouvé un forum
qui a trouvé un forum qui s'appelle Bonjour Chine, que je ne connaissais pas, qui permet aussi à des étudiants français qui vont en Chine de rencontrer d'autres étudiants chinois qui sont francophones, et ils vont échanger comme ça avec des natifs, et elle raconte combien ça a été utile pour elle de garder contact avec cet étudiant français, et pour elle, ça a été vraiment parce que c'était un vrai échange. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelque chose qui était un petit peu hors du cadre scolaire, et c'était pour de vrai, avec un français, avec peut-être un peu de flirt d'ailleurs dans ce site. On sent bien dans le verbatim ici, parce que je vais conduire une analyse de discours, qu'il y a un petit peu de romance, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on apprend une langue très, très souvent. Et puis, alors là, on va avancer un petit peu plus dans des choses qui sont plus rares, mais qui me paraissent assez intéressantes, qui ont fait écho avec plusieurs des présentations qu'on a eues aujourd'hui. Amalia va organiser son parcours d'apprentissage, lui donner du relief, et puis surtout en garder trace. Alors j'entendais Martin Peters ce matin qui parlait de créa-collage, c'est-à-dire qu'il y a bien cette notion de collage, de prendre des choses, des bouts ici ou là, pour en faire quelque chose de particulier. Et donc elle parle d'un site, Springback, que je ne connaissais pas, et où elle va dire qu'elle va mettre des trucs, et on voit bien cette notion encore une fois de collage, des trucs sur le projet, sur le mémoire, mes souvenirs, mon temps ici, c'est comme une sorte de journal, avec des citations, le français, ce qui m'arrive, ainsi de suite. Et là on voit bien je vais reprendre, décidément, ce sera le buzzword de la journée, cette flexibilité sémiotique qui va se faire jour. Ici, on va utiliser du texte, on va utiliser de la vidéo, on va utiliser des images pour créer quelque chose à soi. Et surtout, et ça me paraît intéressant, ici, il y a de l'émotion. Ici, il y a quelque chose qu'on veut rendre mémorable. Et là, ça me paraît extrêmement intéressant, ce type de démarche, encore une fois, qui n'est pas partagé par les 11 étudiants que nous avons interrogés, mais ça montre qu'il y a peut-être ici des pistes à explorer pour nous, enseignants de langue. On s'aperçoit maintenant, j'arrive à la fin de cette présentation, que Marie-Josée en a parlé tout à l'heure, il y a une normalisation qui était souhaitée par Bax en 2003 avec ces outils numériques. Encore une fois, nous enseignants, nous qui sommes, pour certains d'entre nous en tout cas dans cet amphithéâtre un petit peu plus vieux, on a toujours ce fantasme de se dire « ah ben ils sont jeunes, donc ils savent utiliser ces outils de manière compétente ». Loin s'en faut, on s'aperçoit finalement que cette normalisation, elle n'est pas achevée. Ni pour nous, ni pour eux, ou elle n'est pas en tout cas digérée. Donc la normalisation dont Bax parlait déjà en 2003, elle n'est pas, 11 ans plus tard, réalisée. On s'aperçoit que parmi ces étudiants internationaux, il va y avoir des difficultés à exploiter le potentiel des outils numériques. On est bien d'accord que les outils numériques ne proposent que du potentiel. Et puis, certains d'entre eux vont avoir du mal à dépasser justement des usages communs. C'est-à-dire que finalement, ils vont utiliser Google de manière assez classique, mais qu'il va y avoir finalement moins de créativité que ce à quoi on serait attendu. Je vous livre ici un verbatim pour arriver vers ma conclusion, parce qu'il me paraît tout à fait intéressant justement d'une situation qu'on a peut-être du mal à capturer. C'est là où les entretiens sont quand même assez extraordinaires, peut-être plus que les questionnaires, même si la deuxième étape dans la suite de cette recherche, ça va être de faire un questionnaire sur un nombre plus grand d'étudiants. Ici, cette chaîne, donc un étudiant ouïghour, un étudiant chinois qui dit, et je vous laisse découvrir cette citation, je vais la lire avec vous, « Mes méthodes d'apprentissage restent toujours sur une approche plus traditionnelle, ce qui veut dire que les ressources en papier sont toujours plus importantes pour moi. Donc, avec les outils numériques, ce que je fais, ce n'est que la recherche, mais pas l'édition, on a parlé de création tout à l'heure, ou la modification de ces éléments. Donc, je me considère, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, comme un spectateur de ce monde numérique, mais pas un participant. » Wei, étudiant chinois, 24 ans. Donc, encore une fois, et ça me paraît intéressant parce qu'il y a tous les mots-clés ici, avec beaucoup de réflexivité finalement sur ce qu'il sait faire, sur comment il opère, et puis finalement qui regarde ce monde numérique où on pense qu'ils sont tous pleinement des participants, alors qu'ils ne sont souvent que des spectateurs, comme nous on peut l'être d'ailleurs.
On s'aperçoit donc que parmi cet échantillon de la population, il va y avoir des résultats qui sont variables et qu'il va y avoir de vraies différences entre les étudiants jordaniens, les étudiants chinois, les étudiants sud-américains, que le saut technologique dont je parlais tout à l'heure et les différences au niveau de la culture académique vont être effectivement importants. Et donc, c'est difficile de généraliser, encore une fois, sur un échantillon de 11 personnes. Et ce n'est pas du tout mon intention de toute façon. En tout cas, ce à quoi ça nous amène, c'est de porter un regard un petit peu différent, encore une fois, sur ces étudiants qu'on catégorise trop rapidement comme des natifs du numérique, et puis de mettre en place des guidages, parce que finalement, tous ces outils-là ne sont qu'à disposition, mais s'il n'y a pas un travail qui est fait de guidage de la part des enseignants, de la part des encadrants, de la part des chercheurs qui sont là pour maximiser les potentiels, cela peut, malgré tous les efforts qui sont mis en place par les universités, rester lettre morte. Donc je crois qu'il y a un gros effort à faire une fois que les étudiants sont arrivés, mais également en amont de la migration, c'est-à-dire, et là j'ai une collègue, Chantal Parpet, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, qui commence à devenir un petit peu important dans le paysage français universitaire, on appelle le français sur objectif universitaire, et on est typiquement, me semble-t-il, ici en amont ou en aval de la migration pour pouvoir mettre en place ces compétences littératiques d'un nouveau genre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous allons enchaîner avec portrait d'apprenant en médiation avec les technologies. Et c'est ma collègue Chantal Dion qui va commencer. Bonjour. Alors, moi, j'apprends tellement de choses. Je trouve ça super intéressant. Mais juste avant de commencer, c'est le projet de recherche qu'on a, nous. Une minute que je mette ça ici, voilà. Alors, on va fonctionner avec des diapos en anglais et on va s'exprimer en français. Donc, comme ça, tout le monde va bien comprendre. Et puis, alors, le but de... Pourquoi c'est là? Oui, OK. Le but de notre recherche, c'était vraiment de trouver ce qu'on appelle dans le jargon les meilleures pratiques pour soutenir les progrès chez les étudiants, les scripteurs avancés en langue seconde. Alors moi, je travaille à l'Université Carleton et je travaille surtout avec des scripteurs avancés en langue seconde. Et on rencontre ces étudiants qui, dans une sorte de petit état de mini-panique, après avoir fait toute leur immersion, arrivent à l'université en constatant qu'ils n'ont pas encore atteint le bilinguisme pour lequel ils ont tant investi tout au long de leurs études en immersion, puisque c'est le système canadien dont on parle ici, et qui sentent venir la dernière heure pour perfectionner leur langue écrite ici. Alors, tout d'abord, commençons avec une petite définition. Ce que j'aime de cette définition, le deep, c'est quoi un étudiant avancé? Cette idée de deep writing. Alors, cette idée de à la fois la profondeur de l'écriture et l'écriture en profondeur. On peut le prendre dans les deux sens ici. Et cette situation de l'étudiant qui se rend compte qu'il y a plus que seulement mettre des mots et des phrases une à la suite de l'autre et qu'il doit y avoir comme quelque chose un investissement supplémentaire qui doit être fait de sa part pour atteindre ce bilinguisme tant convoité ici. Dans moi, mes travaux, je travaille surtout en développement de
le awareness, la conscientisation, l'idée d'être mise, de se mettre au courant de ce qui se passe dans son propre travail ici. Et j'ai constaté qu'il y a une soif de comprendre chez l'étudiant avancé, une soif de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas dans son écriture. Et c'est cette idée de nourrir cette soif-là et de documenter son savoir pour arriver à au meilleur résultat possible ou le meilleur progrès, cette espèce d'avancement, aller plus loin que là où il est rendu. Puis c'est pas évident parce que l'étudiant avancé, c'est un étudiant qui est quand même capable de communiquer, c'est quand même capable d'écrire des textes qui se tiennent et qui communiquent des messages, mais il manque quelque chose, l'étudiant sent qu'il manque quelque chose ici. Moi, je trouve que, alors dans cette petite, ça marche ici, là. Quand on parle de Writing in Support of Metacognition, je me dis quelle chance de travailler en écriture, parce que l'écriture, c'est le véhicule qui permet de développer la métacognition. Et pour l'étudiant avancé, j'oserais dire que tout est d'ordre métacognitif. Je veux dire, tout est cette espèce de compréhension de ce qui se passe au niveau de la prise de décision, etc., etc. Or, l'écriture, c'est le véhicule de la le véhicule privilégié pour la métacognition. Alors, je me dis, j'enseignerais l'oral, je devrais trouver des moyens différents ou inclure l'écriture pour justement développer cette métacognition, mais j'enseigne l'écriture. Alors, c'est comme je dis que c'est une chance pour moi. La technologie vient ici, dans notre projet, comme dans tout ce qui a été dit avant, vient pour soutenir les meilleures pratiques d'écriture en langue seconde. Et ici, la capture de vidéo écran, ici le vidéo screencasting, est un outil qui non seulement va soutenir le processus d'écriture, les processus primaires d'écriture, que ce soit la planification, l'écriture, la révision, mais qui va permettre d'échafauder le processus, le travail dans l'écriture, parce que tout à coup, on va avoir ce témoin privilégié qui entre en ligne de compte et qui permet d'avoir un accès, faciliter cet accès au processus d'écriture dans son ensemble, à quelque étape que ce soit. Donc, la vidéocapture représente vraiment une valeur ajoutée à l'existence de ce perfectionnement de l'écriture à un niveau avancé ici. C'est déjà, merci. Le contexte, alors mon contexte à moi, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, c'est un cours qui est donné à l'Université Carleton. L'Université Carleton est une université anglophone. C'est un cours de 3e année pour étudiants avancés. Je dirais que les étudiants sont au niveau B2, C1 là, dans le contexte du cadre européen. Avant même qu'on me parle de vidéocapture, c'est un cours où il y a une intense composante de réflexion et de développement de cette conscientisation, de l'idée d'être averti comme scripteur, ici, ce qui est ma traduction de « awareness » ici. Et c'est un cours où il y a une utilisation intensive du journal d'écriture, du journal critique, qui s'inscrit dans le travail d'auto-réflexion dont Bandura parle, par exemple. C'est un cours aussi où chaque tâche qui est demandée va bien sûr explorer différents genres, différents types de textes, mais les tâches vont être choisies
pour l'engagement qu'elles vont provoquer chez l'étudiant. Donc, l'exemple classique, ce serait la lettre de motivation ou la lettre de présentation du dossier, du dossier professionnel, par exemple, mais aussi des tâches comme l'histoire de l'Université Carleton. Alors, peu d'étudiants sont au courant de l'histoire de leur université. Alors, pour faire un texte narratif, par exemple, ou informatif, je me dis, OK, pourquoi pas aller chercher de l'information au sujet de votre université, et ça engage les étudiants. Donc, dès qu'on a un engagement de l'étudiant, je veux dire, on se retrouve avec l'étudiant qui tire des bénéfices personnels qui sont certains, puis qui favorisent finalement le travail qu'il va faire. Un autre travail que j'ai fait avec eux, c'était l'analyse des services alimentaires à l'Université Carleton. Alors, tout le monde mange à l'université, je veux dire, quels sont les services, quelles sont les caractéristiques de ces services, etc., etc. Alors, l'étudiant engagé, on le sait, c'est un étudiant qui va investir plus dans son travail ici. Et c'est un cours aussi où chaque tâche est systématiquement suivie d'un commentaire réflexif sur la tâche, sur l'objectif de la tâche. Donc, l'étudiant est constamment sollicité en ce qui a trait à la réflexion, à la construction de sa réflexion métacognitive sur son travail écrit ici. Alors, dans ce contexte-là, la vidéo capture, la saisie vidéo-écran ici, ça nous permet justement une espèce d'autodocumentation du processus, puisque l'étudiant se saisit lui-même au moment où il est en train de produire ou de réviser ou de quoi que ce soit. C'est aussi un outil qui nous ouvre la porte d'un milieu plus naturel, c'est-à-dire du milieu où il va faire son travail. Alors, je dois dire que des fois, j'ai vu des chambres en regardant les vidéos. Je me dis, ah, ça, c'est intéressant, ils sont dans leur chambre ici. Donc, un milieu naturel qui, finalement, j'utilisais le mot dédramatise, mais déplace un peu le milieu de travail ou de révision, puis lui donne peut-être une valeur plus naturelle. C'est un outil qui permet à l'étudiant à la fois d'utiliser ou non, il va utiliser l'image, mais il peut aussi enregistrer sa voix. Ce n'est pas toujours le cas. Je les ai laissés, ils étaient très libres dans mon cours de documenter le Think Aloud, finalement, en pratique. Il y en a qui le faisaient, il y en a qui ne le faisaient pas. Il y en a qui parlaient tout bas, il y en a qui parlaient très fort, il y en a qui ne lisaient que leur texte. Donc, ils avaient une sorte de... Mais il y avait cette espèce comment on dit, on va apprivoiser. Alors, apprivoiser l'outil. Petit à petit, puis on a vu tout au long du travail que, je veux dire, ils ont essayé différentes choses et il y a ça leur a donné, c'est vraiment comme une sorte de journal, c'est devenu presque un journal vivant, finalement, de leur travail. Alors, on peut dire que le contexte du cours que moi je donnais, c'est un contexte qui était déjà labouré là, pour le travail qu'on allait faire, c'est-à-dire l'ajout de cet instrument que je n'avais pas avant. Je veux dire, alors, je n'avais pas avant. Donc, le cours était prêt, le cours était mûr pour ajouter un instrument qui allait leur donner accès à un peu plus d'eux-mêmes, comme dans leur processus d'écriture ici. Et évidemment, on parle des affordances ici. On a une sorte d'agrégation d'affordances ici. D'abord, il y a une affordance qui est de type instrumental ici, et je prends l'analogie du couteau. À quoi sert un couteau? Il sert... on peut penser, son affordance instrumentale, c'est de couper quelque chose, mais peut-être que je pourrais l'utiliser pour autre chose. Et c'est dans cette autre chose qu'on peut trouver ou qu'on peut rechercher la valeur ajoutée de cet instrument-là ici. Alors, il y avait quelque chose de plus ici. Mais en même temps, la vidéocapture nous donnait accès à l'étudiant en train d'écrire, en train de faire quelque chose avec son texte, ou l'étudiant en train de dire quelque chose sur ce qu'il faisait. Donc, une affordance instrumentale qui était vraiment évidente. De là, on pouvait voir arriver une affordance d'apprentissage, c'est-à-dire
quand voir, c'est croire. Alors, l'idée de voir quelque chose, c'était tout à coup, ça nous donnait accès. Ah oui, j'ai des étudiants qui disaient, mais je savais pas que je faisais ça comme ça. Là. Alors, et c'était, j'avais beau peut-être leur avoir dit avant qu'ils faisaient probablement ça comme ça, ou l'avoir vu en salle de classe, mais là, tout à coup, ils le voyaient, et c'était le cas de Thomas avec les doigts dans la plaie. Oui, voilà, je vois, je crois ici. Et l'affordance de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici? Alors, c'était ici de récupérer l'instrument avec une intention pédagogique, une intention didactique derrière, et de voir comment est-ce que cet outil-là allait servir ce deep learning, cet apprentissage en profondeur, ou cette profondeur de l'écriture qu'on recherchait ici. Alors, il y a l'idée de l'écriture en profondeur, c'est évident que ça nous donne accès à une complexité, la complexité de l'écriture, et que l'outil allait probablement nous permettre de voir des choses que l'on n'aurait pas vues autrement ici, et allait nous donner un peu étoffer, peut-être le mot que je pourrais dire, étoffer finalement, et le mot anglais que j'ai trouvé, c'était effectuousness. Que je traduis bien maladroitement avec une espèce de efficacisation, et je suis certaine que ça n'existe pas, mais c'était comment reprendre l'outil, l'utilisation pour en faire quelque chose d'autre, mais de façon efficace, pour servir vraiment l'écriture à un niveau avancé. Merci Chantal, vous m'entendez bien? Donc on a... tout au long du cours de Chantal et dans un autre cours d'anglais langue seconde, on a en parallèle, donc on a ramassé des vidéos d'écran, n'est-ce pas? Donc, à savoir que les captures vidéo-écran, ce sont des vidéos dynamiques du travail qui se fait en temps réel à l'écran. Donc, des étudiants de Chantal s'autofilmant finalement à la maison, alors en travaillant. Et on a donc un corpus de données vidéo, donc de données de capture d'écran, de 17 étudiants chez Chantal, et aussi dans un autre cours, 17 étudiants chez Reza. On ne va pas parler de Reza aujourd'hui, on va parler que de Chantal. Donc, c'est la moitié des données du corpus qui sont là. Alors, on a un corpus qui fonctionne par tâche. Donc, chez Chantal, dans le cadre de son cours, il y a eu 5 tâches d'écriture pour lesquelles les étudiants ont eu la consigne de créer des vidéos écrans. Et on va se centrer aujourd'hui sur la première tâche qu'on appelle la T1, la tâche 1, qui est une tâche qui relève du texte incitatif, celui de la lettre de motivation, donc qui cherche à convaincre, n'est-ce pas? Et donc, pour cette tâche, on a collectionné 19 VSC, Video Screen Capture, donc on a collectionné 19 vidéos d'environ une quinzaine de minutes qui ont été produites par les étudiants. Alors, de ces vidéos-là, on a commencé à les analyser. Et nous en avons 13 pour lesquels l'étudiant a volontairement utilisé le Talk Aloud Protocol. Donc, il a documenté ses actions, ses stratégies, ce qu'il fait de façon très libre. Il y a une vidéo pour laquelle nous avons un Talk After. Donc, c'est l'étudiant qui regarde sa vidéo et qui s'enregistre. Et donc, qui fait un voice-over et qui décrit ou qui raconte ou qui lit. Et nous avons une vidéo où l'étudiant a décidé d'utiliser aussi la webcam. Donc, on a le miroir, on voit cet étudiant en train de travailler et de décrire ce qu'il fait. Ensuite, nous avons la T2, T3, T4 et une série de journaux pour lesquels les étudiants ont décidé d'utiliser la vidéocapture. Ce n'était pas une consigne, ils ont choisi d'écrire et ou de documenter par la vidéo ce processus d'écriture du journal ou de commentaires dans le journal. En tout, nous avons 88 vidéos, en moyenne 6 par étudiant. On avait 5 tâches, donc 6 par étudiant. Ils en ont fait au moins 1 pour la T1, 2, 3 et 4. Et donc, au total, pour le groupe de Chantal, nous avons 16h46 minutes de vidéo,
1h12 minutes par étudiant. Chaque vidéo, comme je vous le disais, fait 11,45 minutes. Pourquoi? Nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic, on l'appelle SOM, et ce logiciel de capture vidéo-écran est un gratuiciel, et dans son cas, nous permet gratuitement de s'enregistrer 15 minutes au maximum, et c'est bien assez. Parce que la collecte de vidéos, de tout ce qui concerne la collecte de vidéo-écran est une collecte qui est riche, mais qui est aussi très exigeante en termes d'analyse. Et puis, vous allez voir qu'avec en moyenne 15 minutes par étudiant pour une seule tâche, on observe énormément d'actions. Au niveau des journaux que les étudiants devaient produire, hier encore, je demandais à Chantal, je veux un nombre total. Chantal, un nombre total. Alors, on n'a pas encore étudié tous ces journaux, mais on a tracé dans ces journaux toutes les références à l'utilisation de la vidéocapture. Il y a eu 510 journaux produits par les étudiants, en moyenne, journaux et commentaires réflexifs, en moyenne 30 par étudiant. Il faut savoir que Chantal est une femme intense et que ça réfléchit dans sa classe d'écriture. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi, avec cette vidéocapture qui permet d'être le miroir de ce que l'on fait. Et Jérémy y reviendra, mais c'était la première image de notre présentation. Il y a eu à la suite de ça un questionnaire qui a été distribué aux étudiants, un questionnaire pour savoir comment ils ont vécu cette expérience, qu'est-ce que leur a apporté l'utilisation de la capture vidéo-écran dans ce cours d'écriture. Nous n'allons pas présenter ces données aujourd'hui, on n'a pas le temps. On va se centrer sur un portrait, qui est le portrait de la T1, la tâche 1, et de la tâche 1, on va vous montrer un étudiant en train de faire une chose. Donc, pour pouvoir analyser ces vidéos, et comme on fait une analyse de corpus, quand on fait toute analyse de corpus, on veut un peu des marqueurs, donc ce que moi j'appelle des paramètres d'analyse. Et pour l'analyse de corpus de textes d'apprenants, on s'est basé jusqu'à maintenant beaucoup sur l'analyse d'erreurs. Donc, on a fait des taxonomies d'erreurs lexicales, j'ai fait ça, des taxonomies. Maintenant, on s'est dit, on va faire... Je me suis basée sur la recherche dans le monde la recherche documentaire, la recherche d'informations. Donc, quand on mesure l'efficience, à savoir combien de temps ça prend pour trouver telle page et tel objet dans telle page, dans le monde de l'informatique, on calcule donc les chemins, on regarde les parcours et nos paramètres sont ce qu'on appelle des observables. Ce sont des actions que nous pouvons observer de manière très objective. Alors, ces observables sont nés de notre observation de ce qu'il y avait dans ces corpus vidéo. On n'a pas une taxonomie par le haut, mais plutôt une taxonomie par le bas. Et en regardant les vidéos, on a voulu développer donc une taxonomie descriptive. Donc, une taxonomie qui ne fait pas d'inférence à propos de ce que pense l'étudiant ou d'inférence à propos de ce que l'étudiant est en train de faire comme changement dans le texte. Donc, on ne va pas dire qu'il est en train de bonifier son texte ou encore qu'il est en train de chercher à comprendre parce qu'on est en train de faire une inférence. Donc, à force de visionner les vidéos, nos assistants sont ici, nous-mêmes, on avait une idée. On en est venu à deux types d'observables. Des observables d'action et d'interaction avec le texte et avec des outils et des ressources, donc qui relèvent de stratégies plus fonctionnelles, et des observables qui sont des observables entendus, donc audibles, qui relèvent plutôt de stratégies métacognitives. Et donc, vous en voyez des exemples ici. Par exemple, on peut voir l'apprenant en train de préparer son environnement de travail, ouvrir un dictionnaire, positionner son texte. On peut le voir en train de surligner un mot dans le texte sur lequel il va se focaliser. On peut le voir en train d'insérer un mot-clé dans une ressource pour faire une recherche d'information. On peut l'entendre émettre une possibilité. « Ah, je pense que c'est peut-être ça. »
On peut l'entendre exprimer des connaissances internes, donc il connaît des règles, il connaît. On peut l'entendre lire ou interpréter des informations, exprimer des états, ou ah, alors on l'entend faire ça aussi, donc etc. Donc voilà, pour l'instant, avec ce corpus, les observables que nous avons. Et il faut savoir que la tâche est telle que les étudiants, dans ces vidéos, sont en stratégie de réparation de leur texte. Ils ne sont pas en processus d'écriture ou de planification, mais ils sont là en train de réviser, donc en train d'essayer de réparer. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Et les verbalisations, Chantal vous l'a dit, mais sont auto-initiées. C'est l'étudiant qui décide qu'il parle. Il y a des moments où il ne parle pas et on l'entend travailler. On entend le papier, on entend le dictionnaire, etc. Et il y a des moments où il n'y a pas de son du tout et il y a des moments où il y a de la vidéo. Donc, voilà pour un aperçu quantitatif. On s'est dit, on va vous donner un aperçu quantitatif de l'analyse des observables de la T1. Alors, il y a eu 1173 observables. Donc, dans deux catégories, celle des interactions et celle des verbalisations. Donc, vous voyez déjà des catégories plus saillantes auxquelles on s'attend. L'étudiant travaille son texte, tant mieux. 253 marqueurs, donc annotations qui ont été déposées dans la vidéo. Il utilise une ressource, tant mieux, 155 annotations. Il sélectionne physiquement un segment de son texte qu'il va soit modifier ou sur lequel il va se focaliser. Donc, au niveau des verbalisations, une de ces techniques, c'est de lire son texte en révision. C'est de décrire ce qu'il fait pour lui-même et pour sa professeure. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on arrive quand il s'évalue. Donc, de voir qu'il est satisfait, qu'il n'est pas encore satisfait. Donc, ça, c'est un marqueur et qu'il justifie ses décisions. Alors, on va en voir un exemple dans ce qui vient. Donc, il faut savoir que 1173 actions, qu'elles soient dites ou entendues, pour 15 étudiants, dans le cas de la T1, ça signifie en moyenne 80 efforts. Donc, pour une vidéo de 11 minutes. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que nos étudiants avancés travaillent fort. Et c'est important. Si on ne regarde pas le processus d'écriture, on ne sait pas que nos étudiants travaillent. Et ils travaillent. Donc, soit qu'ils utilisent des actions, soit par leur verbalisation, ils sont en train de travailler sur leur texte. Donc, on voit donc des efforts, des interventions, des actions par nos étudiants, très, très explicitement par cette technologie de capture vidéo-écran. Donc, les stratégies d'un apprenant avancé en action. Alors, nous allons voir un clip de la T1 chez l'étudiant qu'on appelle E2. Alors, il s'appelle Robert. Et on va voir chez Robert, on aurait pu choisir beaucoup de choses. On a regardé tout ce corpus en se disant, qu'est-ce qu'on vous présente? Et moi, j'ai eu le mandat de faire ça. Je me suis dit, bien, on fait ce qu'on sait faire. Et bon, bien, ceux qui me connaissent savent que c'est mon rapport d'étonnement, pour utiliser les mots de mon collègue ici, c'est-à-dire que ça provient de ma réflexion de linguiste pédagogue. Je suis intéressée par la compétence collocationnelle. Alors, je me suis dit, je vais aller voir si, dans ce corpus-là, il y a des moments où les étudiants sont en train de réfléchir à propos de combinaisons lexicales, à propos de choix lexicaux. Et j'en ai trouvé beaucoup de ces moments-là. Donc, on voit Robert qui, au début, prend, comment on dit agentivity? C'est quoi? L'agentique. Bon, alors on le voit en train de se prendre en charge et de dire « je veux vraiment travailler mes mots d'action ». Donc, il commence sa révision en disant ça et
Et il ne parle pas en termes métalinguistiques, il ne parle pas de colocation, il dit vraiment mes mots d'action, et moi, je me dis, oh, mes mots d'action, est-ce que ça va être des colocats? Est-ce qu'il va, et effectivement, c'est de quoi il s'agit. Donc, ça. Ensuite, il est conscient des affordances des technologies qu'il utilise, qui sont des technologies de langagier. Il dit, je vais me servir du grand dictionnaire des co-occurrences. Wow, de Beauchesne, il le nomme aussi, et on l'entend l'utiliser version papier. Et il dit, je l'ai déjà mis dans Bon Patron, parlant de son texte. Bon Patron est un détecteur d'erreurs, mais il sait très bien que c'est un détecteur d'erreurs, donc il va détecter des erreurs qui sont au niveau de l'orthographe et de la grammaire, mais qui ne vont pas s'occuper de ses mots, de son lexique. Alors, mais il y a toutefois des mots, et il continue sa réflexion. Et donc, il se focalise vraiment sur la complexité lexicale, les colocations en particulier, et il y a deux moments dans son texte où il dit et il cherche à réparer deux colocations. Alors, une à la réparer et l'autre à l'optimiser, parce qu'on va parler de reformulation. Donc, ces phrases sont « Je possède des connaissances amples en Microsoft Office » et son autre phrase est « J'ai développé des compétences ». Donc, comme vous voyez, dans un cas, il y a une construction qui est un peu gauche et dans l'autre cas, on a une construction qui est tout à fait correcte, mais il n'est pas satisfait de ça en bon apprenant avancé. Donc, allons voir ces traces d'agentique. Alors ici, je veux vraiment travailler les mots d'action que j'utilise. Et alors, je vais me servir du grand dictionnaire de concurrence de Beauchesne que j'ai acheté cette année. Ouais, ce dictionnaire est vraiment utile pour trouver de bons mots ou des tournures de phrases qui sont plus avancées que Donc voilà, il vient de dire ce qu'il veut faire et il vient de dire qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil et les affordances de cet outil. Et si vous avez une bonne oreille, vous entendez quoi? Que son accent est un accent acadien. Donc on entend que c'est un jeune homme du Nouveau-Brunswick et si on regarde sa lettre, on le voit aussi. Alors, je vous montre un exemple ici de focalisation sur la OK. Alors, on revient à ample. Je possède des connaissances amples. C'est ample, c'est le mot que je veux. Ample, c'est le mot que je veux. Au dictionnaire de concurrence, ample. Des connaissances. Alors, en bonne linguiste et en bonne pédagogue, je vois ici qu'il fait sa recherche sur le mot connaissance, ce qui est la bonne chose. C'est le modèle qu'on veut de l'apprenant, c'est qu'il fasse une recherche pour la colocation à partir du mot base pour aller chercher ample. Là, il va lire, donc ça va prendre un petit moment, mais il va attester ample. Alors, on y reviendra avec le problème de ample. Il l'atteste dans le Beauchesne, mais comme il n'y a pas d'exemple dans Beauchesne, il ne le change pas et il n'arrive pas à le positionner. Il ne se pose pas de questions sur la position de ample, donc ample connaissance versus connaissance ample, et ample plutôt que solide, et connaissance plutôt que compétence. Bon, ça, c'est ce que nous pouvons lui dire à la suite d'avoir analysé cet extrait-là. Et un peu plus loin, et c'est là qu'on va le voir en action, voilà, il va se questionner sur, dans cette colocation, il y a aussi la gestion de prépositions, et connaissance ample en, il va se questionner sur l'utilisation de la préposition ici. Astuce, c'est en. Je possède des connaissances en. Et en d'autres. Ce n'est pas bon, ça. Je ne sais pas si c'est la bonne préposition. Je possède des connaissances en. Ben, on va aller à Lingui, qui fait des traductions. Posséder des connaissances.
Alors, Lingui est un bitexte, c'est un concordancier qui nous permet de voir, donc, alors c'est une ressource utilisée par les traducteurs et je vais vous amener où il en arrive pour attester son terme. Allons-y, voilà. Alright, le gouvernement du Canada utilise un. Alors, si le gouvernement l'utilise, moi si je peux l'utiliser. Donc, il atteste connaissance en chimie. Alors, si le gouvernement peut l'utiliser, moi aussi, je peux l'utiliser. Donc, bon, on peut aller plus loin dans l'analyse de ce segment-là, mais je vais passer la parole à mon collègue Jérémy qui va justement enchaîner. Laissez-moi revenir, par contre, à ma diapositive. Donc, vous avez donc vu ce qu'il a utilisé comme ressource. Donc, il s'est focalisé sur le collocat adjectival dans un premier cas. Il a raté le placement de l'adjectif, mais il s'est questionné sur le choix de la préposition. Dans le cas de la deuxième colocation, développer mes compétences, il commence une recherche dans un dictionnaire sur le mot compétence. Il voit le mot développer, mais il n'est pas satisfait de ça parce que ça ressemble trop à sa L1. Donc, il souhaite remplacer ce mot développer, develop, par quelque chose de plus idiomatique à ses yeux dans la langue d'arrivée, donc en français. Et donc, il se promène entre acquéri, qu'il trouve, bon, qui ne sait pas conjuguer, et accru, et il s'arrête sur accru, donc il va réparer son texte avec le mot accru. Jérémy. Marie-Josée, je vais profiter des quelques minutes qui nous restent. C'est toujours le danger de passer le troisième. Pour présenter un peu les conclusions et les idées maîtresses qui découlent, selon nous, des résultats de ce projet-là, sur l'étude du développement des habiletés et de l'écriture chez les apprenants avancés. Tout d'abord, le corpus de données amassé, nous l'avons vu, nous fait en souligner la richesse des affordances de la vidéocapture, un outil technologique qui offre toute une panoplie de possibilités d'action. Surtout, on peut voir dans la manière dont les enseignants, les instructeurs ont intégré la vidéocapture à la tâche pédagogique traditionnelle et aussi la manière dont les étudiants s'en sont servis, que c'est un outil très flexible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être croisé à d'autres outils et objectifs pédagogiques et permet donc de répondre à des besoins uniques, à un contexte unique. Et c'est là toute la qualité d'un outil qui, pour nous, favorise justement le développement de compétences avancées chez des apprenants de haut niveau. Rappelons, on l'a bien dit ce matin, on l'a dit à plusieurs fois chez d'autres présentations, mais rappelons que la recherche souligne l'importance d'une prise de conscience métacognitive chez l'apprenant avancé. C'est celle-ci qui contribue de manière importante à mieux comprendre et donc à mieux gérer les multiples aspects au cœur de ses habiletés langagières, les choix qu'il va devoir prendre. Dans le cas des étudiants de cette étude, la vidéocapture permet, il est clair, ce retour métacognitif sur toutes ces décisions, ces ressources, ces modes, ces stratégies à l'œuvre lorsqu'on écrit. Le problème souvent, c'est que quand on fait le choix, surtout en écriture, on est tellement occupé à prendre le choix qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. Ici, avec cet outil-là, on est capable de permettre à l'apprenant de revisionner et de voir un petit peu l'acte d'écriture tel qu'il est réellement, un acte complexe aux dimensions plurielles. On dissipe ainsi le mythe qu'ont plusieurs étudiants, justement débutants, et on espère moins quand ils sont avancés, cette vision d'une écriture perçue comme homogène, linéaire, prévisible, alors que c'est tout le contraire. Apprendre à écrire, c'est apprendre à bien faire toute une série de choses, à bien prendre les bonnes décisions, savoir pourquoi et comment on va résoudre certains problèmes et réaliser qu'apprendre à écrire, en réalité, c'est apprendre à calibrer les efforts et les solutions permettant de résoudre des problèmes. Donc, intégrer à une tâche réflexive la vidéocapture force l'observation et encourage l'apprenant à se positionner comme agent actif, à explorer, comme on l'a dit, à justifier ses gestes. Ça contribue indéniablement au développement de qualités essentielles chez l'apprenant avancé, c'est-à-dire l'autonomie et une réflexion d'action grandissante. C'est un espace qui lui permet d'interagir avec le processus d'écriture et donc met en place une autorégulation et cette haute qualité essentielle chez l'apprenant avancé. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette possibilité, je vais revenir ici,
de documenter et de partager, d'envoyer à son professeur ces moments d'apprentissage qui peuvent résulter lorsqu'on est forcé justement d'identifier une phrase ou une expression problématique et de penser tout haut à ce qu'on a fait pour résoudre un problème. Passer de l'hypothèse à l'exploration des ressources, montrer les ressources qu'on a utilisées et ainsi de suite. Donc c'est une manière de réfléchir sur comment écrire. Et c'est justement ces moments d'apprentissage-là, ces aha moments qui nous frappent le plus quand on regarde ces vidéos dans le corpus et qui nous semblent les plus utiles parce que justement ces moments permettent la réalisation d'une approche réflexive qui, on sait, est au cœur du cours d'écriture de Chantal. Et permet de combiner ce qu'on retrouve souvent dans l'enseignement de l'écriture, ces approches qui sont à la fois centrées sur le produit, mais sans toutefois perdre de vue le processus, qui est souvent si important, mais qui reste très souvent invisible dans l'écriture, parce qu'en tant qu'enseignant, même en tant qu'étudiant, on se retrouve avec la page blanche, fixe, alors qu'on a perdu tout ce qui s'est passé avant. Donc on arrive à combiner les forces de ces deux grandes approches didactiques. Et en s'y faisant, l'étudiant et l'instructeur obtient un portrait, on l'a vu, beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancé de ce qu'est le scripteur en action. Et ainsi, on est capable de mieux réfléchir, de mieux diriger son apprentissage langagier. Et pour l'enseignant, c'est être capable de créer un cheminement qui va être mieux choisi, mieux compris. Parce que d'abord, on a l'avantage de pouvoir se dire « oui, cet étudiant est avancé, oui, il est en train de travailler le lexique de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus intéressante. Il a acheté le beau chêne. » Mais en plus, maintenant, je vais pouvoir lui dire, la prochaine fois que tu fais ça, ce qui te manque, c'est que tu t'es vraiment concentré justement sur le syntagmatique, tu t'es concentré sur ce qui est à droite et à gauche, mais n'oublie pas le sens, parce que c'est le sens qui va, dans ce cas-ci, changer les compétences en Microsoft versus mes compétences avec un outil, par exemple. Donc, on termine en espérant que cette présentation aura pu vous intéresser au potentiel de cet outil, la vidéocapture comme outil de médiation pour les apprenants. Elle offre certainement un potentiel pour l'évolution de la tâche pédagogique, donc pas encore normalisée, mais qui commence, on espère, On y arrive. et représente un terrain de recherche justement pour explorer tout le processus souvent invisible de qu'est-ce qui se passe quand les étudiants avancés sont en train d'arriver au moment où ils vont pouvoir faire ces choix eux-mêmes. Mais on aimerait qu'ils aient une trace de qu'est-ce qu'ils ont fait et documenter leur utilisation de la langue et en même temps encourager leur réflexion chez l'apprentissage de l'apprenant. Donc, documentation à continuer, une invitation lancée à tous ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme nous avons une réception à 5h30, on va quand même prendre 5-10 minutes, si vous le voulez bien. Si vous avez des commentaires ou des questions à nous poser à propos de nos réflexions, notre recherche, allez-y. C'est sûr qu'il est 5h, mais on serait bien heureux de vous entendre. Oui. Dr. Byrne. Coming to you this afternoon. Gotten even better. I want to begin by commending the entire research group for doing something quite extraordinary. Very, very impressive work being done across the system, so to speak. And certainly your focus on the advanced learner is, as far as I can tell, quite rare in the technology environment. We in our home situation, we're ready to set up a telecollaborative venture with a German class at the advanced level. And we have been completely stymied by a lot of things out there that are just simply below par, if I can put it like that. So what you have done, I think, is so impressive because you have looked at all the things that we now know about metacognition, about awareness, about learner strategies, about things that haven't been stressed before, and you have found ways of specifying them quite nicely. What I am missing, and I'm saying that as a critique of the entire field, is
the translation of these sophisticated insights that you have presented into the actual lexicogrammatical aspects. Now, you have emphasized, of course, collocations, and that's certainly a good thing to be doing at the advanced level. But the kinds of things that we're saying when we're saying deep writing, or when we are saying, in the American context, the favorite term is critical thinking, whatever that is. I don't know whether we think uncritically, but we're supposed to think critically. You know, these mantras that we have. But what I'm missing, to come back to it, is the linkage between those abilities and the actual language material. And the reason why that is so difficult for us as a field, and as I'm saying, it's a criticism of the entire field, and that's why I think we've sort of hit a glass ceiling here, is that we do not have or do not work with a reasonably elaborated, meaning-oriented theory of language. In other words, these are all observations that are completely on target with regard to what should be happening in writing. But what's missing is, in what are the features of language that would actually make it happen? And the reason why we have such difficulty with that is that we continue deep down to work with a structuralist theory of language. Well, I haven't talked about meaning text theory here for a lack of time and also for its complexity, but I think that the work I have done developing this learner dictionary is very much influenced by Melchuk's meaning text theory, of which application or more lexicographic representation is the LEC, so the combinatory and explanatory lexicology. So, and within the meaning text theory, there is no grammar. It's approached via words and what they project as environment around them. It's approached from a productive point of view rather than a descriptive point of view. And so it's approached paradigmatically and also in a combinatory manner. So what are the words that are in a synonymic relationship? And a synonymy at a very, taken in a very wide sense. So synonyms and quasi-synonyms and also derivatives are considered, you know, amongst these paradigmatic relationship. And syntagmatic, so how the lexicon, how words combine within the lexicon. So this is the approach that we have taken for this dictionary, for instance. That will get you quite far with regard to improving these writers' abilities, and you have clearly shown that. But I think what is still missing is a larger functional theory of language that will incorporate these kinds of aspects in it. But for the kind of writing that you are clearly after, and that of course is wonderful because there's so little of that out there, deep down what you're going to be talking about is knowledge construction. And the question that then needs to be asked is, what is the nature of knowledge construction in texts? And it goes much beyond collocates and things like that. It's a textual issue
I have attempted to address that in various ways, precisely because then it's yet another leap into what goes on when you are creating a conceptualization out of individual parts within a text, raise them cognitively into a concept that is yet one higher, and then that becomes something that has to be worked through in a coherent way throughout an entire text. And Challenging. what is the nature of that? And that's a challenge to us because up until now, we just haven't thought that way. But Well, we have authors as in the Alide end, or Yeah. that's what we need to Yes. be able to Position. convey to our learners. And that's, you have done all the groundwork, but I would love to take it one level further because Yeah. it is so good what you've done. I mean, certainly today, I think we focused on the reflective task. I mean, what was interesting for us, I think, is to see, we did workshops where we presented video capture technology and said, okay, this is what it can do, and these are 4 different tasks that we imagined how this could work, and they weren't all reflexive. And some of them included, and I think this is closer to what you may be referring to, you talked this morning about how the dialogic nature of speaking is different from the dialogic nature of writing, and I totally believe in that. And so, but I think it's sometimes interesting to show the students how they can go from a text which is originally spoken to, let's make it a little bit less spoken. How does that work? And why am I going to remove the I's? And why am I going to take away the says and the thinks rather than something a little bit more? And being able to, potentially taking a text that they've produced or that I've produced, which is spoken, and then showing them that transformation, making that video available to them, using it in my class, or making it available to them outside of class, or both ideally, so they can review it, I think gets closer to what you're referring to. So I think that the technology, and it's part of all those affordances that we're talking about, which is kind of interesting. That knife is really a Swiss Army knife, I think. But brought back inside the classroom, then it becomes a way of displaying not only we can study the decision-making process of the students, but you could actually display the decision-making process of the expert or the person whose understanding of that maybe more functional grammar is guiding the changes, or in this case, the decisions. And that could be very interesting. And the beautiful thing about that is you can prepare it in advance, because it's very hard to do live. And I'm sure some of you who've taught writing have probably done this before. You bring in a text, or you write with the students, you co-construct the text. But it's hard because you don't know what they're going to ask. If you've prepared it live, you've got a little video, all you got to do is press play. It works really well. But that's another one of these affordances, but maybe for another presentation. If I may, I think that students are not taught to learn how to write in this. It starts from the very onset of writing, like learning to write. For them, they just sort of get on the piece of paper and then just chain whatever is there. And then on top of that, we put la grammaire et le dictionnaire and all these things. But then what I'm finding, and what my students are finding, it's like a revelation to them. For the first time in their learning process or writing learning process, they sort of distance themselves from their process, from their product. And then I had never, that was a aha moment for myself, because it was just like, they didn't do that. I do it for myself, but they didn't. I sort of took it for granted, just like Nicolas took for granted that students like having those iPod and things like that are totally fluent in this, but they're not. They know how to write, but it's like une écriture plus automatique. And now we're asking them to just sort of step back, slow down, and look at what is it that you're putting in text, and what is it, how does the pieces of the puzzle, like really they're looking at all the angles of the pieces of the puzzle and just sort of trying to fit it there and there and there. And for them, I find that it's a new way of working out there. So it's like deconstructing
what they've been doing and sort of having them readdress their own relationship to writing. And it's a very challenging and difficult process, but because they're advanced learner, they already know how to write. So it's like a double-edged sword in a way, because they can produce things, but they've done it in a different way, and now we're asking them to address this to step back and address it in a very different way. And most of my students find it like very, it's knowledge breaking ground for them. It's just like, whoa, I never thought I was doing that. I never thought. They did, but they were not aware of it. And it's when they become aware of this, they sort of slow down. A lot of comment from my student is, I've slowed down my process. I've slowed down my process. Now, it takes more time. They complain about this, but then from the time when I realized that when they decide to slow down the process, then it's when the interesting happens. Commentaire, question peut-être pour Nicolas? Autour d'un pot? On aurait aimé voir un exemple. Moi, j'aurais aimé voir un exemple de cette réalisation ou de ce aha moment. I think that it's time for a glass of wine. Thank you very much.